Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas faire de TP en direct, on va faire un TP et je vais vous filmer ce que vous auriez fait en réalité. Donc, c'est en rapport avec le chapitre 8, aspect énergétique. Vous aurez le chapitre au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Et ce TP, grâce à la TIS Pro, on va pouvoir étudier des mouvements et on va rajouter la partie énergétique de ces mouvements. Alors, l'objectif du TP, c'est à travers des vidéos donc, de situations concrètes, de mettre en évidence ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute libre. Alors, une chute libre, c'est, on va le revoir, hein, mais une chute où il n'y a que le poids qui s'applique, c'est-à-dire on néglige les frottements de l'air en particulier ou les frottements tout court. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de mettre en évidence le fait que lors d'un mouvement, il y a des transferts énergétiques. On passe d'un type d'énergie à l'autre. En fait, c'est ce qu'on appelle des conversions d'énergie d'une forme vers une autre. Alors, pour pouvoir faire ce TP-là, on le reverra dans le chapitre après, mais il y a trois énergies à connaître, trois formes d'énergie à connaître. La première, c'est l'énergie cinétique. Alors, cinétique, ça veut dire mouvement. Mobile en fait en grec, kinétikos, et son expression c'est EC, donc pour énergie cinétique, égale 1 demi de m fois v au carré. Alors m c'est la masse de votre système qui est en mouvement, et v sa vitesse. Et donc l'énergie cinétique, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Comme toute énergie, elle s'exprimera en joules, grand J comme symbole. Ensuite, l'énergie qu'on appelle potentielle de pesanteur. Alors, on verra pourquoi c'est ça quand on fera le chapitre. L'énergie potentielle de pesanteur, elle dépend en fait de l'altitude à laquelle se trouve votre système. Son expression, c'est M, donc la masse du système, fois G, l'intensité de la pesanteur, et Z, l'altitude de votre système. Donc, par exemple, si vous avez une balle qui est à la hauteur petit h par rapport au sol. Si on considère que, alors il faut par convention décider d'une référence pour l'énergie potentielle, si au niveau du sol, cette énergie potentielle vaut 0 joule, alors votre balle aura une énergie potentielle qui vaudra mgh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi potentielle? Parce qu'en fait, cette balle, quand elle est à la hauteur h et qu'on la tient par exemple, on ne voit pas d'énergie particulière. Mais quand vous allez la lâcher, elle va tomber. Et en tombant, elle va acquérir une vitesse et donc acquérir une énergie cinétique. Donc ça voulait bien dire que cette balle avait une énergie au départ. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle n'apparaît pas comme ça. L'énergie, c'est comme en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, l'énergie, elle était là au départ et elle s'est transformée en une autre forme d'énergie. Et donc ici, ça veut dire que avant que je lâche la balle, cette balle avait une énergie qu'on appelle potentielle. Parce que potentiellement, elle va pouvoir être convertie en une autre forme d'énergie qui se trouve être ici l'énergie cinétique si je lâche la balle. Bon, et dernier type d'énergie, alors bon, qui est lié aux deux autres, c'est l'énergie qu'on appelle mécanique. Elle est en fait égale tout simplement à la somme des deux énergies précédentes, énergie cinétique due à la vitesse plus l'énergie potentielle due à l'altitude. Et tout ça, ce sera l'énergie que possède votre système en mouvement. Au niveau donc d'une chute libre, j'ai dit, pas de frottement et il n'y a que le poids qui s'applique. Alors, on va commencer avec l'étude d'une chute libre avec vitesse initiale. Alors, ça veut dire une chute libre, il n'y a que le poids qui s'applique. Alors, attention, chute, vous avez souvent tendance à penser on lâche un truc. Ici, je vais lancer une balle et ça va quand même être considéré comme une chute libre parce que je vais négliger les frottements. Et vous allez voir la vidéo, je vais lancer une balle d'une personne à une autre. Alors, c'est le film que je vais vous montrer sur la TIS qui s'appelle TP chute parabolique. Alors, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire indirectement? Sélection de l'origine, vous vous souvenez, on va choisir une origine pour un repère. Sélection de l'étalon pour avoir une échelle entre la vidéo et la réalité. Un système d'axes. Et ensuite, on va prendre les différentes positions de la balle au cours du temps. Alors, on y va sur la TIS. Donc, on commence par choisir la vidéo, donc dans les fichiers. En même temps, essayez de vous souvenir, c'est sûr que ce n'est pas vous qui le faites, donc c'est pas terrible, mais bon, on fait comme on peut. Donc, j'ouvre cette vidéo. Je peux cliquer 2 fois pour agrandir. Et alors, on va la regarder. Donc, c'est une personne qui va lâcher une balle de tennis, lancer plutôt une balle de tennis à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais revenir à la première image. On commence par sélectionner l'origine. Alors, je vais prendre comme origine la position de la balle, t égale 0, donc au départ. Ensuite, sélection de l'étalon. Alors, c'est ce qui est en rouge ici. Donc, visiblement, c'est 1 mètre.
donc 1 mètre. OK. Et ensuite, sélection des axes. Alors ici, je vais prendre OY vers le haut, OX vers la droite. Pourquoi? Parce que ça a l'air logique, hein. La balle, elle va avoir cette trajectoire-là. Donc des valeurs de X qui vont être positives, des valeurs de Y qui vont être positives. Alors évidemment, vous avez vu la trajectoire, on va le revoir après. C'est une trajectoire qu'on appellera parabolique. Donc on y va, sélection manuelle des points. Donc là, je clique le plus précisément possible, mais également le plus rapidement possible, parce que là, je ne vais pas accélérer la vidéo. Je n'ai pas le temps de monter la vidéo, c'est ça qui... Voilà. Bon, rien ne vous empêche d'aller plus vite, vous, quand vous allez la regarder, évidemment. Hop, donc je prends toujours le même point de la balle, hein, le centre d'inertie. Hop. Et voilà. Voilà, la dernière position. Alors cette dernière position aura un Y, hein, une valeur de Y nulle, mais bon, une négative. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors on voit que la trajectoire est parabolique. Au niveau du mouvement, vous pouvez voir aussi hein, que là, on a des distances qui deviennent de plus en plus petites. Donc ça sous-entend que la vitesse diminue. Et là, des distances qui deviennent de plus en plus grandes. Donc la vitesse augmente. Donc on aurait ici un mouvement ralenti ou décéléré et ici un mouvement accéléré. Ce mouvement n'est évidemment pas rectiligne, il sera parabolique. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors j'ai fait toute cette partie-là. Pour traiter les mesures, on me demande d'aller dans courbe. Alors vous allez avoir mouvement de X et mouvement de Y, que je vais remplacer par X et Y, donc les coordonnées dans le repère que j'ai choisi. Et on va essayer de créer les grandeurs Vx et Vy qui seront les coordonnées du vecteur vitesse de la balle. Alors, vous allez voir comment on fait. Et ensuite, de créer la grandeur V. Donc, c'est la valeur de la vitesse qui s'exprime en fonction des deux coordonnées du vecteur vitesse. Et ensuite, on créera les énergies. Alors, au niveau de... Juste, hein, ici... Vous allez avoir pour chaque position des vecteurs vitesse. Donc par exemple, je vous rappelle, le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Donc ici, ça donnerait quelque chose comme ça. Il se trouve, et à l'origine, c'est pareil, on aura un vecteur vitesse comme ça, tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Ce vecteur vitesse, comme n'importe quel vecteur en maths, on peut le projeter sur l'axe OX, projeter sur l'axe OY, et on aura ce qu'on appelle les coordonnées Vx sur l'axe OX, et Vy sur l'axe OY. C'est ça qu'on va créer sur la tisse. Alors, donc je vais y aller. Je vais dans les courbes. Je change, alors je clique 2 fois, je change mouvement X en X. Et je change mouvement de Y en Y. Déjà, ça va être plus simple. Ensuite, dans le tableur, je vais pouvoir faire glisser X, Y et le temps. Vous vous souvenez, je prends juste le temps. Je fais glisser le temps. Et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler Vx, qui va être la coordonnée Vx sur l'axe OX du vecteur vitesse. Bon, c'est une vitesse, hein, donc c'est en mètres par seconde. Pareil, je vais créer Vy, qui sera la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe OY en mètres par seconde. Alors, comment je vais faire pour créer ces variables, donc leur donner une valeur, je vais les faire calculer dans mon tableur. Alors vous vous souvenez, je peux pas, c'est comme quand je calculais la vitesse dans le TP précédent. On prend la position avant la position qui m'intéresse, la position après la position qui m'intéresse, et je calcule la distance parcourue divisée par le temps entre les deux. Alors ici, entre deux positions, on a toujours le même temps, 40 millisecondes. Donc entre deux positions, j'aurai toujours 80 millisecondes. D'accord? Donc pour calculer Vx, je vais faire comme je faisais pour calculer V, la distance entre le point d'avant, le point d'après divisé par 2 fois taux, 2 fois la distance entre deux positions. Sauf que là, ça ne va pas être la distance, mais ça va être x. C'est-à-dire que Vx, ça va être égal à le x après moins le x avant, divisé par le temps après moins le temps avant. Donc attention, je mets des parenthèses, je clique x après moins x avant, je ferme la parenthèse, divisé par temps d'après moins temps d'avant. Ou alors je mets carrément 80 millisecondes à chaque fois puisque c'est tout le temps le même. Et ensuite, j'étire.
Donc là, c'est ce qu'on appelle la coordonnée Vx du vecteur vitesse sur l'axe X. Alors évidemment, il n'y a pas la dernière valeur, hein. Je fais pareil pour Vy, mais cette fois-ci, ça va être Y après moins Y avant. Donc attention à ne pas se tromper. Donc Y après, entre parenthèses, moins Y avant, je ferme la parenthèse, divisé par 80 millisecondes. Donc temps après, moins temps avant. Ah, il ne veut pas, bon, ça arrive. Hop, j'étire. Et on est bon. Alors on a des valeurs positives et négatives, hein, mais il ne faut pas que ça vous perturbe. Ouais, il ne veut pas ici, alors pourquoi il ne veut pas? Ça c'est toujours la même chose. Alors ensuite, nouvelle variable, c'est que là, on a les coordonnées du vecteur vitesse et on n'a pas la norme du vecteur vitesse. Alors, il y a une, une formule mathématique pour calculer la valeur d'un vecteur quand on a ses coordonnées dans un repère cartésien. Alors, il se trouve que c'est égal à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc cette année, ce n'est pas exigible, hein, mais vous verrez en terminale. Donc la racine carrée dans lattice, c'est le symbole SQRT, entre parenthèses. Donc Vx au carré, c'est Vx fois Vx, je clique 2 fois, plus Vy au carré, Vy fois Vy, et je ferme. Et là, il va me prendre la racine de tout ça. Bon, là, il n'y avait pas de Vy, donc il ne m'a pas pris. J'étire. Et j'ai les valeurs de la norme de la vitesse. Alors, si on regarde, hein, cette norme de vitesse diminue, c'est bien ce qu'on a dit. Hop. Et ensuite, réaugmente. C'est logique. OK? Alors, c'est pas évident, vous ne le faites pas vous-même, hein, je sais très bien. Maintenant, vous pouvez ralentir la vidéo, revoir, essayer de bien comprendre ce qui se passe. Alors, on revient à ce que je vous demande ensuite. Justement, les histoires d'énergie. Je veux que vous créiez les énergies EC, EP, donc énergie potentielle, et énergie mécanique. Et ensuite, tracer ces énergies en fonction du temps. Donc, faut revenir là-haut. Il va falloir que je crée l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m fois v carré. Donc, je vais faire calculer ça à mon tableur. V, j'ai les valeurs que je viens de calculer, et m, alors on va chercher la masse de la balle de tennis, puisque c'est ça notre système, c'est 58 grammes. Donc, il suffit que je rentre la formule. Par contre, attention, ici, on est en physique, les masses sont rentrées en kilogrammes. Donc, il faudra rentrer la masse en kilogrammes. Pareil pour l'énergie. On va le faire au fur et à mesure, en fait, hein. Donc, l'énergie cinétique, je vais la créer. Donc, variable, nouvelle, EC. Tac. L'unité des énergies, c'est le joule. On y est. Et voilà. Donc, comment je vais calculer ça? Alors, il me faut la vitesse, hein, donc je vais mettre, c'est pas grave, je vais mettre ici, égale 1/2, donc 1/2, vous êtes d'accord, c'est 0,5, fois la masse, 58 grammes, attention, 58 grammes, c'est 0,058 kilos, parce que je divise par 1000, et je multiplie par la vitesse au carré. Hop, la vitesse, fois encore la vitesse. Entrée. Ensuite, j'étire, et ça va me donner la valeur de l'énergie en joules. Énergie cinétique, pardon, donc liée à la vitesse. Ensuite, il faut créer l'énergie potentielle, toujours en joules. Tac. Alors, on retourne voir à quoi elle est égale. Si vous avez, voilà, elle est là. C'est la masse du système fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude du système. Alors, si on retourne dans lattice, qu'on va revoir la vidéo, c'est quoi l'altitude de mon système, par exemple ici? C'est sa coordonnée sur cet axe-là. Et donc, c'est Y. Okay, donc Z, mon Z de ma formule, va en fait être Y pour ma vidéo ici. En ce qui concerne la masse, c'est toujours 0,058 kg. Et le G, c'est l'intensité de la pesanteur qui vaut, vous le savez, 9,81 newtons par kilogramme. Donc l'énergie potentielle, ça fait petit m 0,058 kg fois G 9,81 newtons par kilogramme fois notre Z. Et notre Z, c'est Y. Donc il est là. Tac. Et j'appuie sur Entrée. Ensuite, j'étire. Et voilà. Donc voilà les valeurs de l'énergie potentielle. Bon, la dernière, c'est la plus simple. C'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique, EM. Toujours en joules, puisque c'est la somme de deux énergies.
Hop. Et alors elle, bah, c'est facile. Comment je la calcule? Bah, je fais la somme des deux autres. Donc égale EC, pouf, plus EP. Et voilà, entrée. Et là, j'ai plus qu'à étirer. Et hop. Et voilà la valeur. Oh, on voit quelque chose tout de suite. Hein. Hop, regardez, je remonte. Ouh là 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 là. On a l'impression quand même que c'est à peu près les mêmes valeurs pour l'énergie mécanique. Ça sent bon. Alors, on peut fermer. Et on a toutes nos courbes ici. Alors, on va tracer les trois énergies en fonction du temps. Je vais changer les couleurs pour qu'on les voit bien. Donc, je vais en prendre une en rouge. Ouais, sauf si, voilà. Hop, ok. Je vais en prendre une en bleu pétant, là. Comme ça, on va bien voir. Et l'énergie mécanique, un joli vert. Hop, non, ouais, enfin, je sais pas. Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui fais. Alors, on y va. EC en fonction du temps. Alors, le temps, attention, je vais aller le prendre, hein, parce que sinon, on va avoir du mal. Voilà. Ensuite, EP. Voilà. Et EM. En fonction de T. Alors, il ne me met pas tout. Je ne sais pas. Ah, voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on peut essayer déjà de mettre des points expérimentaux et non pas des points reliés par des traits. Touc. Voilà. Et voilà. Alors, on peut essayer de modéliser. Alors, ça ressemble à quoi la courbe bleue, donc l'énergie potentielle, qui a l'air d'augmenter. Ah bah oui, l'altitude augmente au cours du mouvement, puis diminue. Ça ressemble à une parabole. Pareil, mais à l'envers, pour l'énergie cinétique. Et à quoi ressemble l'énergie mécanique? Bah, ça m'a l'air d'être pas mal constant. Hein, d'accord? Donc, je peux essayer de modéliser les courbes. Donc, EC en fonction du temps. On va essayer de modéliser par une parabole. Calculer modèle. Ouh, ça m'a l'air joli. On regarde. Coefficient de corrélation 0,998. Bon, là, on va pas regarder l'équation, mais c'est plutôt très joli. Ensuite, deuxième modèle, l'énergie potentielle. Pareil, c'est une parabole. Dans l'autre sens. Hein. On calcule le modèle. Ouh, ça a l'air très beau. Coefficient de corrélation 1. Donc là, autant dire perfecto. Ensuite, EM en fonction du temps. Donc là, c'est une constante. On a vraiment l'impression. On calcule le modèle. Alors là, il n'y a jamais de coefficient de corrélation. Hein, donc, vous n'y attendez pas. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Hein, c'est une droite moyenne. On voit 0,67 joules comme millijoules. Non, c'est ça. Non, 0,67 joules pour la valeur de l'énergie mécanique. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, je suis un peu perfectionniste. On va remettre les mêmes couleurs parce que sinon, voilà. Donc, pour les modèles, l'énergie potentielle, c'était en bleu. Comme ça, on va bien voir. Et l'énergie cinétique, c'était en rouge. Et voilà. Donc, à partir de là, je vais vous laisser essayer de répondre aux différentes questions qui sont posées. Mais vous voyez quand même que quand l'énergie potentielle augmente, bah, l'énergie cinétique diminue. Et on a quand même l'impression que quand mon énergie cinétique diminue d'une certaine quantité, bah, ça augmente de la même quantité au niveau de l'énergie potentielle. Alors c'est une sorte de ping-pong entre les deux types d'énergie. Quand l'énergie cinétique diminue, elle se transforme en fait en énergie potentielle. Les deux s'échangent. Et quand l'énergie potentielle diminue, bah, elle diminue parce que l'altitude diminue et la vitesse du système augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Et au final, bah, comme il y a un ping-pong entre les deux, bah, l'énergie mécanique qui est la somme des deux, bah, sera toujours la même valeur. Donc l'énergie mécanique ici est une constante. On dit qu'elle se conserve, cette énergie mécanique. Et on n'oublie pas, on ne perd pas de vue qu'on a considéré le mouvement comme une chute libre, c'est-à-dire uniquement le poids, et qu'il n'y a pas de frottement. Donc pas de frottement, et on a ce résultat-là. Voilà, j'espère que ça a été clair, que vous arriverez à répondre aux questions qui suivent. Sinon, on n'hésite pas à poser des questions. Il n'y a pas de souci. Et on va se retrouver pour la deuxième vidéo.